Bonjour à tous, je voudrais vous parler d'un petit ouvrage que je viens de publier aux éditions Le Refuge du Rishi et qui s'intitule Voyage à travers l'histoire et la philosophie du yoga. Alors cet ouvrage part d'un paradoxe, le fait que le yoga est véritablement en Occident une mode et en même temps toute sa dimension la plus profonde, sa dimension philosophique, sa dimension spirituelle, les traditions de sagesse sur laquelle ce yoga repose, toute cette dimension est en règle générale oubliée justement, diluée souvent dans une forme un petit peu de consommateurisme, de développement personnel, etc. Bon. Alors on pourrait prendre ici une image que j'utilise justement dans l'introduction de l'ouvrage, qui est l'image de l'iceberg. Ce qu'on voit en général, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est le yoga postural. Et toute sa dimension la plus profonde, la partie justement immergée, eh bien, en règle générale, on ne la voit pas. En tout cas, il faut faire un effort justement pour y avoir accès. Bon. L'image de l'iceberg, j'aime bien aussi parce qu'elle nous fait penser aussi que le yoga, c'est pas quelque chose d'isolé. C'est quelque chose qui appartient à une sorte d'océan peut-être sans limite, que les Indiens appellent le Sanatana Dharma et que nous on appelle en règle générale l'hindouisme, qui est cette grande tradition religieuse, spirituelle, culturelle de l'Inde. Alors, dans cet ouvrage, justement, je vais essayer d'aborder ces différents niveaux. Je pars justement dans le premier chapitre d'un examen, d'une analyse assez rapide de ce Sanatana Dharma, quelles sont les grandes écritures de l'Inde, les grandes écritures sacrées de l'Inde, les Védas, les Upanishads, la Bhagavad Gita, etc., les Puranas, voilà. J'aborde aussi la structure de la société indienne classique dans laquelle va émerger ce yoga, parce que très souvent on a tendance un petit peu à on projette nos valeurs, on projette notre imaginaire sur cette société indienne classique, et je vais aborder des sujets qui fâchent, comme par exemple le système des castes en Inde. Et ensuite, dans le deuxième chapitre, je vais parler des formes les plus anciennes du yoga, ce que j'ai appelé le yoga ancien épique, donc les racines du yoga dans les Upanishads, mais aussi dans la Bhagavad Gita. Bon. Troisième chapitre, je vais aborder ce qu'on voit souvent comme la forme classique, la forme royale du yoga, le yoga de Patanjali. Et là, je vais être amené à évoquer les liens entre le yoga de Patanjali, une école philosophique assez complexe, assez difficile, et d'ailleurs certains lecteurs vont peut-être passer ça un petit peu plus vite, à savoir le Sankhya, qui donne justement toute sa profondeur, qui donne des clés de lecture pour mieux comprendre justement le yoga classique, le yoga de type patanjalien. Le chapitre suivant, je me suis un petit peu fait plaisir, j'ai parlé du yoga de la connaissance, du Vedanta. Bon, alors peut-être que ce n'était pas un choix absolument évident, je pense qu'il y a un certain nombre d'ouvrages d'introduction sur le yoga qui vont un petit peu passer dessus, mais ça me semblait absolument évident qu'il fallait aussi aborder cette forme particulière de yoga philosophique, qui est celui qui est porté par des figures comme Gaudapada, comme Shankara, etc., et qui est véritablement la grande tradition philosophique de l'Inde, de même que l'Occident, finalement, toute la tradition philosophique occidentale, finalement, puise dans l'œuvre de Platon et des néoplatoniciens, au point qu'on a pu dire que finalement toute la philosophie occidentale n'était jamais qu'un ensemble de notes de bas de page aux différents dialogues de Platon. Eh bien, on peut dire dans une certaine mesure que, à partir d'une certaine époque en tout cas, toutes les écoles philosophiques indiennes ne sont jamais que des réactions, des prises de position par rapport à ce yoga de la connaissance, par rapport au Vedanta. Donc, au chapitre 5, j'aborde le yoga qu'on pourrait dire tantrique,
Hein. Alors là, j'essaye de clarifier et de déminer tout un ensemble de contresens, parce que très souvent en Occident, quand on pense à Tantra, on confond avec Kama Sutra. Hein. On imagine des formes de sexualité plus ou moins débridées, ou alors ça c'est plus peut-être en Inde parfois, aujourd'hui des pratiques un petit peu occultes. Donc j'essaye de montrer justement quelles sont les racines philosophiques, symboliques, la vision du monde qui sous-tend le tantrisme et les formes de yoga tantrique, et notamment le hatha yoga, qui n'a pas grand-chose à voir, le hatha yoga classique qu'on trouve dans un ouvrage comme le hatha yoga pradipika par exemple, n'a pas grand-chose à voir avec ce qui peut être pratiqué sous ce nom en Occident. J'aborde aussi rapidement, par exemple, le shivaïsme du Cachemire, hein, qui est un courant philosophique et yogique tardif, propre au Cachemire, et qui va avoir une certaine influence jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on croyait que c'était une tradition pendant longtemps qui avait totalement disparu. Dernier chapitre, j'aborde justement cette question de l'émergence du yoga postural moderne, et là, d'une certaine manière, c'est là peut-être que l'ouvrage un petit peu innove, si vous voulez, parce que très souvent dans les introductions générales qu'on trouve sur le yoga, on va vous parler des grandes écoles classiques, puis on va laisser entendre que quelque part tout ce qu'on peut pratiquer aujourd'hui, c'est jamais un peu que le prolongement de ces écoles classiques. C'est loin d'être vrai, il y a véritablement une histoire qui commence à être étudiée par les historiens, les spécialistes, les indianistes, etc. Je pense à des travaux comme ceux de Singleton ou à des articles de Tara Michael. Qu'est-ce que nous apprennent ces travaux? C'est qu'en fait, le yoga postural moderne, loin de remonter, comme on pourrait le penser, aux rishis primordiaux, par exemple, hein, ce yoga postural moderne est impensable sans à la fois certaines évolutions organiques du hatha yoga, qui, à partir d'une certaine époque, va donner effectivement de plus en plus d'importance aux postures, hein, alors même que les postures jouent un rôle totalement secondaire dans le yoga de Patanjali ou dans le Vedanta, par exemple, évidemment, mais aussi est impensable sans une certaine influence occidentale et plus particulièrement l'influence d'une certaine forme de gymnastique, de culture corporelle venue d'Europe. Et c'est ainsi uniquement qu'on peut sans doute apprécier à sa juste valeur l'apport d'un grand enseignant comme Krishnamacharya, qui est généralement vu comme véritablement le père du yoga postural moderne. Dernier point qui va être abordé dans ce chapitre, alors c'est une question qui personnellement me fascine tout particulièrement, c'est la question de voir comment la réception du yoga en Occident va être influencée par la tradition ésotérique et occulte occidentale, voir comment, d'une certaine manière, le yoga va être vu comme une sorte de réponse possible à une quête de type initiatique au sein d'un Occident de plus en plus déchristianisé, et donc qui va aller chercher ailleurs, quelque part, des traditions et des voies de sagesse qu'elle aurait elle-même perdues. Cette histoire de la réception, elle nous amène aussi à mieux comprendre comment, largement à travers le développement du courant New Age et du développement personnel, on a observé graduellement une forme aussi de marchandisation, non seulement de la spiritualité en général, mais aussi malheureusement du yoga lui-même. Alors, j'ai essayé d'écrire cet ouvrage de la manière la plus objective et la plus neutre qui soit. En même temps, je viens moi-même du Vedanta, donc je pense que ma manière d'aborder tout un ensemble de thèmes et de notions, notamment les écritures indiennes, sera évidemment colorée quelque part par cette influence du Vedanta. Je pense aussi que j'ai moi-même écrit sur un auteur comme René Guénon, qui est un grand passeur entre l'Orient et l'Occident, donc je pense aussi que certains lecteurs un peu avisés pourront sentir un écho quelque part de l'œuvre de cet auteur dans ce que j'ai pu écrire. Bon. Alors j'espère que cet ouvrage s'avérera utile. Alors en premier lieu pour les centres de yoga qui voudraient justement
intégrer cette dimension philosophique du yoga dans leur cursus. Alors, comme vous le verrez, l'ouvrage a été vraiment pensé comme une sorte de manuel. Donc, vous avez un cours à proprement parler, puis vous avez des focus sur certaines thématiques, sur certains maîtres spirituels, sur certaines œuvres. Et l'ouvrage se terminant par un glossaire et un ensemble de suggestions bibliographiques pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin sur telle ou telle école ou tel courant. Alors pour la petite histoire, cet ouvrage, je l'ai initialement imaginé, conçu en enseignant un cours en ligne pour un centre de yoga en Belgique, pour le centre Karma Yoga. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas vraiment de manuel sur le sujet disponible, en tout cas en langue française, pour des centres de yoga qui voudraient intégrer ça dans leur formation de professeurs de yoga. Et c'est aussi en enseignant ce cours que je me suis rendu compte de la nécessité d'articuler précisément la dimension historique et la dimension philosophique. Alors non pas évidemment qu'il n'y ait pas des réalités qui échappent justement au temps et à l'histoire, mais il m'a semblé que véritablement c'était par une approche historique qu'il était le plus facile de donner une certaine perspective, un certain nombre de repères aux apprenants. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, merci de m'avoir écouté et j'espère bonne lecture. Au revoir.